Bonjour, tout comme Charlotte, donc au nom de l'IXO, je vous souhaite aussi la bienvenue et on ne devrait plus trop tarder à commencer le live. Bertrand, si j'ai bien suivi, tu seras le premier à ouvrir le bal, si je puis dire. Oui, merci. C'était Olivia là, qui parlait, hein, C'était oui, Olivia, oui, c'est tout ça. à fait. Bien, bah, merci à tous d'être présents sur ce webinaire organisé par Mercatel avec Linkso Auckland et Castorama. On va présenter rapidement ensuite les différents intervenants. On va parler d'open finance et d'open paiement, hein, aujourd'hui. Ce sont des sujets qui commencent après des débuts laborieux, hein, issus de la DSP2, qui commencent à avoir des applications très concrètes, nombreuses, chez les commerçants et ailleurs, parce que ça dépasse très largement le monde du commerce. Et donc, on pensait intéressant de partager un certain nombre de cas d'usage, de pratiques qui commencent à pouvoir se faire, qui permettent des parcours clients, des parcours de paiement innovants et surtout de la personnalisation également. Donc je vais juste moi faire une très petite introduction pour rappeler les deux éléments un petit peu structurels qui ont amené la possibilité de faire ces nouveaux parcours. On peut peut-être avancer la slide d'après. C'est qui pilote le diaporama? C'est C'est Olivia. c'est Olivia, c'est moi, Bertrand. Voilà. Donc, soit j'ai de la latence, soit je suis toujours pas passé à la slide d'après. Alors là, du coup, hop, est-ce que c'est OK pour toi? Voilà, très bien. Bon, donc on va pas parler de la DSP2, mais la DSP2 a permis effectivement l'émergence de nouveaux acteurs, hein. Je rappelle les deux pôles. Il y avait un pôle sécurisation des paiements en ligne avec l'authentification forte. Et puis, il y a le pôle ouverture des API bancaires, accès au compte pour un certain nombre de nouveaux prestataires qui sont définis également dans ce texte. Donc, notamment les prestataires de services d'initiation de paiement, hein, dont on va parler ici, qui sont définis par la directive comme un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur. Et ça apporte effectivement beaucoup de possibilités, même si les API bancaires sont parfois encore assez insuffisantes pour faire tout ce que l'on voudrait. Et puis, il y a moins important ici, mais les prestataires de services d'information sur les comptes, les AISP, qui permettent des agrégats autour de ces données bancaires, avec l'autorisation évidemment des titulaires des comptes, pour apporter de la valeur ajoutée à ces comptes, à la présentation, à ces données de compte. Et c'est sur ces deux piliers, enfin sur ce premier pilier qui est la DSP2, qui va être complété, je le rappelle, prochainement par une DSP3, qui devrait peut-être préciser un certain nombre de statuts de prestataires. Et puis peut-être revenir un petit peu sur les API, je l'espère, et sur l'authentification forte. On peut passer à la slide suivante. Donc, premier pilier, la DSP2 qui permet ces nouveaux usages et ces nouveaux acteurs. Deuxième pilier, c'est le virement instantané qui n'est pas directement lié à la DSP2, mais qui permet d'initier des nouveaux modes, un nouveau rail de paiement, hein, qui est encore insuffisant, mais qui devrait se développer, notamment grâce à un projet de règlement européen l'Europe, la BCE notamment, pousse pour que ce virement instantané soit beaucoup plus exploité, diffusé en Europe, hein, comme une sorte de scheme de paiement, une solution de paiement européenne, hein, et ce projet de règlement vise à combler un petit peu la lenteur avec laquelle il se développe. Et donc, il devrait imposer à l'échéance, on en reparlera des dates un peu plus tard, à la fois une universalité, c'est-à-dire la capacité de tout établissement de paiement PSP d'être atteignable par ce moyen de paiement. Le prix, vous n'êtes pas sans savoir que le prix, quand on fait un virement instantané, est souvent, encore aujourd'hui, dans beaucoup de banques françaises, notamment à la charge du payeur. Donc là, il y a une obligation pour les PSP de ne pas facturer plus que les virements classiques, hein. Et puis deux mesures plutôt de sécurité, parce que c'est vrai que ce rail de paiement présente un certain nombre de vulnérabilités qui sont tout à fait
j'ai pas des vulnérabilités, là je vais faire peur en disant ça, mais voilà, il y a un certain nombre d'obligations de vérification imposées aux acteurs qui font du virement instantané, à la fois ce qu'on appelle le criblage, c'est des vérifications que les comptes concernés ne sont pas sur les listes noires, on va dire, et puis une notion de vérification d'IBAN pour être sûr que le nom correspond bien à l'IBAN. Voilà, donc deux piliers, la DSP2, le virement instantané. Aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de virement instantané parce qu'on le verra, il n'est pas forcément encore exploitable de façon très opérationnelle pour des usages retail. On peut avancer. Oh, voilà. Et juste, alors ça, c'est une slide qui a été proposée par Auckland à l'occasion de webinaires qu'on avait organisés sur le virement instantané au début d'année. Et on voit que le SCT INS, qui est un rail de paiement, ne suffit pas forcément à combler toutes les attentes des différentes parties au paiement, hein, comme ça peut l'être pour la carte, hein. Le SCT Int reste un rail de paiement. Et au-delà de ça, il faut effectivement permettre, soit par des schemes, un vrai règlement de scheme, apporter plus de valeur à ce virement instantané, avec notamment des notions telles que le consentement du payeur, la garantie de paiement, la portée universelle, des cas d'usage complexes, hein, on peut différer les paiements, les fractionner, etc. Avoir une entité centrale un petit peu qui normalise tout ça, c'est une chose importante, la normalisation, parce que c'est vrai que si c'est pas normalisé, on part un petit peu plus difficilement dans une universalité. Et puis l'expérience utilisateur doit être également travaillée pour être optimisée. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire et on peut passer au slide suivant. J'ai peut-être une slide sur le calendrier du règlement européen, mais c'est juste pour en parler. Voilà. Le virement instantané, le projet de règlement européen, donc il est en débat depuis le mois d'octobre et puis devrait entrer en vigueur courant 2024 avec une mise en œuvre probablement 2025. Voilà. Je vais arrêter mon introduction qui est déjà trop longue pour laisser la parole aux acteurs de ce webinaire qui sont, on va les voir après, je crois. Et voilà. Donc, nous avons Gildas Leroy, qui est directeur produit chez Linkso. Merci Gildas de ton intervention. Nous avons également Antoine Leclerc de Castorama qui nous montrera comment chez Castorama ils ont exploité l'initiation de paiement dans un contexte particulier et il nous parlera des avantages et peut-être des freins à l'utilisation de ces nouveaux parcours. Et puis nous avons également Paul de chez Auckland qui fera un petit peu la vision prospective de tout cela. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très bon webinaire. N'hésitez pas à intervenir sur le chat ou à la fin. On n'est pas très nombreux, donc on peut quand même se permettre de poser des questions ou d'intervenir. Et on ne se manquera pas de le faire tout au long de ce webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Bertrand. Moi, tu as un peu dépassé en Ouais, fait ouais, ouais. l'introduction, mais c'était assez complet et sans doute que les différents acteurs qui vont intervenir à ta suite pourront compléter. Moi, j'avais une première question à l'adresse de Castorama, hein, côté marchand, puisque quand on a préparé cette session avec Antoine, tu nous as dit que en fait le virement instantané c'était pas nouveau pour Casto et que c'était déjà opérationnel, en tout cas pour un cas d'usage bien précis. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'initiative, de comment elle est née et puis quel cas d'usage elle couvre? Oui, bien sûr, merci, merci de votre invitation et merci à tous d'être présents. Effectivement, chez Castorama, donc, on a travaillé le sujet du virement instantané il y a déjà quelques mois, puisque ça fait un peu plus de 15 mois maintenant qu'il est live hein, dans l'ensemble de nos magasins. Donc sur toute la France, il est live. C'est une initiative qu'on a pris en France, hein. On fait partie d'un groupe pan-européen, mais c'est une initiative française hein, qu'on a portée localement et pour laquelle on était en mode projet, donc assez tôt, hein, on l'a travaillé en mode projet. On est resté à peu près 9 mois en mode projet
sur ce sujet et je vais dire qu'on est live, business as usual depuis fin d'année dernière, septembre, octobre l'année dernière, on a arrêté de faire un suivi en mode projet et donc on peut considérer que maintenant c'est quelque chose qui est dans les magasins, qui est live et qui vit de manière naturelle. Ce projet, nous, il est né d'un constat ou en tout cas d'un irritant qui était assez fort, qui était le remplacement notamment d'une partie de l'encaissement qu'on réalisait au travers de virements classiques. Donc, il y avait deux sujets. Il y avait ce sujet du virement classique qui était un vrai irritant, je vais revenir sur le parcours, et le sujet aussi du plafond de carte. Donc ces deux sujets-là étaient les sujets majeurs qui nous ont fait rentrer sur le projet. Et donc cette solution répondait à lever les irritants sur ces deux sujets. Donc le premier, sur le parcours client, effectivement, en magasin, donc on est dans le secteur du bricolage et on a des clients qui réalisent des gros projets pour la cuisine ou pour des matériaux. Et donc on a des paniers qui sont parfois assez importants et pour lesquels le client souhaitait régler par virement, je veux dire classique, et pour effectuer son virement, donc il devait récupérer le RIB de l'enseigne ou du magasin, faire un virement donc sur son appli bancaire ou directement auprès de sa banque, en renseignant les références qu'on lui donnait, mais qui n'étaient pas forcément celles qu'il allait rentrer, pour plusieurs raisons. Il y a des erreurs ou clients qui ne souhaitent pas mettre la bonne référence, ça arrive. Et à la suite de ça, imaginez le parcours, c'est que le client qui réalise son virement doit ensuite appeler pour vérifier que le virement soit bien revenu, ou en tout cas le magasin doit vérifier que le virement soit bien reçu. Il appelle la trésorerie en centrale pour vérifier sur les comptes, s'il n'a pas la visu directe sur les comptes. La trésorerie qui doit vérifier, qui doit rappeler le magasin, et le magasin qui doit rappeler le client pour lui dire finalement, c'est bon, on a reçu votre virement. Donc ce parcours-là, il était quand même très compliqué pour tout le monde. Et donc le virement instantané nous a paru être une très bonne solution pour fluidifier le parcours client. C'est-à-dire que maintenant, le client arrive en magasin et s'il souhaite régler, si on lui propose le virement instantané et qu'il accepte de régler par virement instantané, nous, on a une application qui permet de générer un lien. Le client reçoit ce lien sur son téléphone, par email ou par SMS. Ce lien le redirige vers son appli bancaire, donc son appli qu'il connaît classiquement, et il est incité donc juste à valider l'opération qu'on lui présente. Donc tout ça se fait dans un parcours assez customisé, puisqu'il reçoit un SMS ou un email aux couleurs de l'enseigne, avec un texte personnalisé, avec une référence qui là nous appartient. Donc la référence, elle est véhiculée de bout en bout, donc ça c'est très important aussi, je vais peut-être y revenir. Mais ça permet donc au client directement sur son appli, il peut être en magasin et finaliser le paiement en magasin. Et ça permet aux hôtes et hôtesses de vérifier immédiatement, puisqu'on a un retour immédiat, c'est en moins de 10 secondes, on a le retour si le paiement est accepté ou non. C'est là où d'ailleurs je ferai peut-être un commentaire, parce que Bertrand, j'ai vu dans la slide que tu disais que la garantie de paiement sur le SCT Inst n'était pas totale. Enfin, je voyais un camembert qui n'était pas complet. En tout cas, pour nous, c'est un virement qui est irrépudiable. Ouais. Et pour nous, on a une garantie de paiement qui est complète sur ce mode de paiement. Donc c'est aussi quelque chose qui était important pour la prise en compte de ce SCT Inst. Mais donc ça permet vraiment de fluidifier le parcours et le client peut repartir directement avec sa marchandise, donc un gain de temps pour le client et pour les opérationnels. Donc ça c'est un vrai avantage. Le deuxième avantage, donc je disais le plafond de carte, on l'avait identifié aussi, puisqu'on a des plafonds de cartes qui peuvent être limités, des clients qui ont déjà fait des achats dans d'autres enseignes et qui ont des plafonds limités. Et donc, on peut proposer ce virement instantané pour bypasser ces plafonds de carte. Donc, ça fonctionne bien. Une des limites qu'on a aussi là-dessus, tu parlais d'universalité, Bertrand, c'est que les plafonds, comme les plafonds de carte, les plafonds de virement SCT Inst ne sont pas non plus uniformes, et donc on ne sait pas à l'avance quel montant
peut passer sur du SCT Inst. Donc ça, c'est effectivement aussi un des, je ne sais pas si c'est un frein, mais en tout cas quelque chose à avoir en tête, et qu'il faut bien communiquer au magasin et aux gens qui sont sur place, hein, pour pouvoir rejouer les transactions si jamais on a des échecs. C'est la banque du porteur, hein. Et le plafond STTINS, il est le même que celle du virement classique, non? Exactement. Ouais, Ouais, exactement. d'accord. Alors, Mais je il vais est me différent en permettre de fonction. lire. Excuse-moi, Antoine, je voulais pas te couper la Bien parole, sûr. mais comme il y a une remarque qui a été formulée sur le chat et que ça va me permettre de faire aussi une transition avec la question suivante, je vais me permettre de la lire. C'est Nicolas Tario qui l'a dit, c'est le virement instantané ne devrait pas à compter de juillet 2023 être facturé plus cher par les banques que le virement SEPA sur les espaces bancaires dans la zone SEPA. Ce qui signifierait que le virement SEPA, j'imagine que c'est étant gratuit pour les particuliers, que le virement instantané devrait être gratuit pour les payeurs à compter du S2 2023. Oui, c'est un petit peu ce qu'on vise en effet, hein. C'est que, comme Bertrand l'a dit, que ce sont les payeurs qui supportent les coûts. On imagine que pour que ce soit appétant pour les clients, il faut que ce soit, si ce n'est gratuit, au moins pas cher. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec la question suivante pour toi, encore Antoine. C'est l'appétence des clients, puisque dans le cadre des réunions de place auxquelles on peut participer, ou voire même des réunions Mercatel sur le sujet, on entend toujours dire que le virement instantané, en fait, ça sert à rien et que les clients, il n'y a pas d'attente, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'appétence des clients par rapport à ce nouveau mode de règlement? Parce que j'entends que le virement était déjà une réalité chez Casto, mais maintenant qu'il est instantané, comment c'est perçu? Ah bah, c'est bien perçu pour ceux qui l'utilisent. Nous, on a des retours magasins qui sont positifs, hein. On a fait des études internes, ou en tout cas, on a lancé des questionnaires pour avoir le retour, hein, de nos hôtes et hôtesses, qui a toujours été positif. Donc c'est bien perçu. Effectivement, pour l'instant, c'est payant par les utilisateurs, enfin par les émetteurs. Ce qui se passe, nous, c'est qu'on le propose quand même pour des paniers qui sont élevés. Et donc le coût est quand même, proportionnellement, est assez faible, hein, sur ces paniers. Mais effectivement, pour nous, c'est un frein, on l'avait identifié, et on le communique aux clients, hein, mais en disant qu'on n'est pas à l'initiative de ce coût et que effectivement c'est leur banque, hein, qui prête ce coût. Donc nous, on est extrêmement favorable à ce que cette réglementation, si elle arrive le plus rapidement possible, permettent à ce que le virement instantané soit gratuit, hein, comme le sont les autres moyens de paiement, hein, pour ceux qui initient les paiements. Ça permettra effectivement d'avoir un usage qui se démocratise. Et autre chose, hein, c'est vrai que on parlait d'universalité dans l'introduction. Il va falloir y arriver parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore, hein. Donc c'est aussi un frein puisqu'on sait que toutes les banques ne sont pas encore adhérentes, ou en tout cas ne proposent pas ce service. Donc nous, on les a bien identifiés, hein. On maintient une liste de toutes les banques atteignables, hein, pour que l'ensemble de notre réseau sache si un client fait partie de cette banque, que effectivement ça peut bloquer puisque la banque n'est pas encore onboardée sur le schéma du SCDNIS. Donc il y a encore des freins, ça c'est clair, mais pour nous, vraiment, l'avantage est quand même indéniable, hein, par rapport à ce qui existait au préalable. Et puis, voilà, on parle du client, mais pour nous, en trésorerie, il y a un petit gain parce qu'effectivement, c'est instantané, il y a cette garantie de paiement. Pour l'instant, on n'a pas eu de cas de fraude. Vous parliez de la fraude tout à l'heure, mais on n'a pas eu un seul cas de fraude à aujourd'hui. Et mais il y a aussi le gain en interne, hein, puisque je parlais de cette référence tout à l'heure. C'est une référence qui est portée de bout en bout, qui est générée dans le système et qui est reprise dans le paiement. Et donc, par exemple, pour la comptabilité, on a des rapprochements un pour un, et ça, c'est aussi à prendre en compte, parce que ça permet d'être très bon sur ces rapprochements bancaires. C'est juste. D'ailleurs, il y a une petite remarque dans le chat qui dit un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que enfin, le client peut supporter le coût du virement instantané si le coût du produit final est assez élevé. Enfin, on peut comprendre que pour acheter une cuisine, payer 1 euro, ça va, mais payer 1 euro pour acheter un produit qui vaut sans doute moins, ou à peu près un prix équivalent, ça n'a aucun Bien sûr. intérêt.
Bien sûr. Bon, ça confirme bien ce qu'on dit, donc c'est Ouais. parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Antoine. Je vais maintenant me tourner du côté de Linkso, hein, en tant que nouvel acteur né de la DSP. Puisque j'avais une question pour toi, Gilda. Bon, Antoine nous a dit qu'il y avait de l'appétence pour le virement instantané. Bon, ça, on n'en doutait pas un instant, parce que ça permet de couvrir différents cas d'usage, et notamment ce qu'Antoine disait, la question de la gestion du plafond carte. Nous, on avait envie de savoir un peu comment ça fonctionnait sur le plan de l'expérience. Est-ce que tu peux nous montrer ou nous faire une petite démo de concrètement ce que ça sous-entend, l'initiation de paiement par virement? Absolument. Donc, on vous a prévu une petite vidéo, hein. Je pense que quelques images valent mieux qu'un long discours. Et puis, on expliquera un petit peu ce que ça veut dire après. Donc, je vous propose de passer la vidéo. Et puis, c'est très rapide et on décrira un petit peu ce qu'on aura vu. Hop. Alors, je m'en occupe, je vais vous partager tout ça tout de suite. Donc, en attendant la vidéo, juste pour recontextualiser, hein, ce qu'on disait à l'instant, Linkso, au-delà d'être né de la DSP2, en fait, Linkso est acteur, hein, de l'open banking et de l'open finance depuis 11 ans maintenant en France. Et on peut dire que c'est par rapport à des activités réalisées par des acteurs comme Linkso depuis plus de 11 ans en France qu'est née la DSP2. Donc quelque part, on peut dire que Linkso fait partie des acteurs qui ont fait émerger la DSP2 sur les aspects open banking. Donc place la vidéo et on commente ça après. Donc là, ce qu'on montre, hein, c'est le parcours de paiement, hein, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, je suis dans mon site marchand, je choisis, enfin, je valide mon achat. Donc, j'arrive à une page de sélection de banques éligibles. À partir de là, c'est ce que nous expliquait Antoine, je suis redirigé sur l'interface de ma banque. Donc là, on a un exemple avec Crédit Agricole où dans l'application de ma banque, je fais un Face ID, je confirme le paiement, mais rappeler le montant et le destinataire. Et là, je reviens sur mon environnement marchand. Donc si on fait le parallèle avec l'expérience d'Antoine, telle qu'il nous l'a décrite juste avant, le lien correspond à ce que là on a montré dans la vidéo comme un parcours d'achat. Donc dans le cas d'Antoine, il envoie un lien qui dit à son client vous devez régler cette somme. Après, il y a une phase avec la liste des banques. Donc là, c'est les banques du payeur. C'est moi qui dois payer. C'est quelle est ma banque. Donc c'est là aussi qu'on disait juste avant, bah, toutes les banques encore ne supportent pas le SCT Inst. Donc là, c'est en émission, hein, c'est pas forcément en atteignabilité, c'est en émission ou même au travers de leurs API, hein. Certaines banques supportent le SCT Inst, mais pas au travers de l'API d'SP2, mais ça, c'est des travaux qui sont en cours de finalisation. Et après, on arrive dans le parcours d'authentification de la banque. Et là, c'est intéressant de faire une petite pause là-dessus, parce que finalement, la DSP2, elle est née pas uniquement pour traiter de l'open banking, mais elle intègre vraiment un volet d'authentification, y compris sur tous les autres moyens de paiement, et en particulier la carte. Donc vous avez vu, hein, que le 3D Secure, il a profondément évolué avec votre carte. Et d'ailleurs, vous le voyez apparaître de plus souvent, puisque les règles d'application de cette authentification que l'on appelle à deux facteurs sont plus strictes depuis la mise en place de la DSP2. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les solutions d'authentification qui ont été mises en place par les banques pour les parcours 3D Secure, donc pour les parcours cartes, ce sont les mêmes solutions qu'ils ont mis en place pour l'initiation de paiement, qu'elles soient instantanées ou pas, via les API des banques. Donc finalement, on retrouve des expériences qui sont relativement proches en termes d'authentification sur l'application de la banque. Aujourd'hui, moi, avec ma banque, que je fasse un paiement carte ou que je fasse un paiement avec l'open banking, dans les deux cas, j'ai l'application de ma banque qui va me solliciter pour valider le paiement. La différence fondamentale étant que sur mon paiement carte, avant de déclencher l'ouverture de ma banque, il aura fallu que je saisisse mon numéro de carte, le cryptogramme, la date d'expiration, alors qu'en open banking, j'aurais juste eu à sélectionner ma banque dans une liste de banques. Parce que au travers du numéro de carte, quelque part, on sait identifier le compte et la banque.
Dans l'open banking, dans le schéma open banking, on ne sait ni identifier le compte ni la banque. Donc, on demande d'identifier la banque et après, le compte il sera identifié pendant le parcours d'authentification. Donc, finalement, les parcours sont relativement proches en e-commerce, hein, j'entends tout du moins, en vente à distance. Les parcours entre open banking et carte sont relativement proches. Euh, on converge vers une authentification via l'application de mobile de la banque. Alors, c'est vrai qu'on a encore du SMS qui arrive de temps en temps, mais ce fameux SMS qui, justement, pour la DSP2 a été jugé non conforme, et c'est pour ça que les banques mettent en place des solutions à base d'authentification via l'application mobile. Pourquoi elles partent sur ces solutions? Parce que les alternatives, c'est quoi? Les alternatives, c'est d'envoyer un périphérique physique, ce qu'on appelle un token, qui peut se présenter sous forme d'une calculatrice ou autre. Et ça, c'est complexe à maintenir, ça nécessite des mises à jour, ça nécessite des renouvellements. Et donc, aujourd'hui, la solution qui est la plus fluide, dans la mesure où une grande majorité des utilisateurs aujourd'hui ont un téléphone mobile, c'est de se baser sur la solution du téléphone mobile. Voilà, donc en termes de parcours, c'est ça. Mettez-vous en tête que finalement, le parcours, il est très proche de celui de la carte, hein, la saisie de la carte en moins, et que maintenant, bah, il faut que les deux mûrissent. Et on retrouve un petit peu les mêmes avantages et inconvénients des deux, sauf que comme on l'évoquait tout à l'heure, sur la notion des plafonds, Antoine nous le rappelait tout à l'heure, les plafonds, ce n'est pas les mêmes. Ils sont glissants sur 30 mois sur la carte, alors qu'ils vont être sur des périodes souvent à la journée ou à la semaine sur le virement. Il y a des différences comme ça. Et donc, aussi bien l'utilisateur, il est habitué à sa carte et il sait très bien que quand son paiement est refusé, c'est parce qu'il atteint le plafond, parce qu'il a fait des paiements avant. Aussi bien sur l'initiation de paiement, il n'est pas encore tout à fait éduqué, à moins qu'il ait l'habitude de faire des virements depuis sa banque. Il n'est pas forcément très à l'aise avec ça parce qu'il n'a pas l'habitude, mais quelque part, c'est de l'habitude, c'est de l'éducation. Au fur et à mesure que les gens vont l'utiliser, ils vont avoir les mêmes réflexes qu'ils ont aujourd'hui avec la carte. Ils vont savoir combien ils peuvent payer et ils vont savoir a priori ce qu'ils vont pouvoir payer. Et dernière petite précision, on disait tout à l'heure, Antoine nous précisait que les plafonds dépendent beaucoup des banques. Non seulement ils dépendent des banques, ils dépendent aussi des conventions de compte et ils dépendent aussi de vous en tant qu'utilisateur. Vous avez la possibilité, sur un certain nombre de banques, d'aller faire varier ce plafond. C'est quelque chose qui peut se négocier avec la banque. Et donc, on ne peut pas définir une règle en disant telle banque, le plafond, c'est tant. Ce qu'on connaît, c'est les plafonds par défaut, les plafonds mini, quelque part, des banques les plus courantes et des conventions de compte les plus courantes. Mais il faut voir que vous aussi, en tant qu'utilisateur, vous pouvez aller contacter votre conseiller bancaire et lui dire, bah moi, j'ai des achats particuliers à faire. Là, par exemple, je suis en train de faire la rénovation d'une grange. Je sais que je vais avoir beaucoup plus de dépenses à faire et je vais payer chez Castorama en initiation de virement. Vous pouvez monter vos plafonds de manière ponctuelle ou sur plus longue durée. Voilà pour l'expérience. Exactement. Bon, c'est vrai que l'expérience, elle paraît un peu longue hein, quand on la voit comme ça, quand on ne l'a jamais expérimentée, mais pour ceux qui ont eu déjà l'opportunité de l'expérimenter, ce qui à titre tout à fait personnel est mon cas, ça marche très bien et au final, c'est assez fluide et ça ressemble à s'y méprendre à une transaction carte, hein. La saisie du numéro en moins. Mais en tout cas, il faut l'avoir fait pour pouvoir en juger. Mais on peut être assez satisfait. Alors moi, j'avais une question pour tous les trois. Donc quand je Alors, dis tous les juste trois, c'est avant, à la fois Casto. si tu me permets, Charlotte, je Vas-y. voudrais réagir à un message là de Jérémy Fav sur la messagerie qui dit que les banques imposent la saisie de l'identifiant et du mot de passe. Alors, je tiens à préciser que c'est pas conforme. Si la banque a mis en place une authentification via l'application bancaire et que cette application bancaire, quand moi j'utilise l'application de ma banque pour faire un virement, utilise le Face ID ou Touch ID pour m'identifier sans demander de saisie d'identifiant mot de passe, elle doit fournir cette fonctionnalité. On a une réponse au Q&A de l'EBA qui est très claire là-dessus. Elle doit fournir une expérience utilisateur similaire. C'est-à-dire que si quand j'utilise l'application de ma banque, j'ai juste à faire un Face ID, un Touch ID pour accéder à l'application et valider mon paiement, elle n'a pas droit de rajouter une saisie d'identifiant ou de mot de passe dans le parcours via l'open banking. Ça doit être la même expérience. Globalement, alors c'est ce qu'on appelle le app-to-app en fait, c'est le fait de pouvoir, nous, initiateurs de paiement, déclencher l'application bancaire directement et donc les identifiants
sont mémorisés dans l'application bancaire. Donc, dans ce parcours AppToApp, on n'a pas de saisie d'identifiant mot de passe de la banque. S'il y en avait, elle ne serait pas conforme aux recommandations de l'EBA. Ah, le Crédit Agricole ne serait pas conforme. C'est quand même dommage. Alors, en tout cas, Stéphane précise sur le LCL, il y a le AppToApp. Enfin, une majorité des banques mettent en place ce parcours aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qui est assez uniforme aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment important de noter que ce que tu disais, que l'expérience d'authentification forte sur le web est la même sur le virement. Et ça démocratise à la fois l'usage du mobile dans cette authentification, de la banque en ligne et donc de l'utilisation par les clients du virement et du virement instantané en particulier. Ouais. Ça, c'est super fondamental pour la suite. Ouais. Donc moi, pour en revenir à l'origine, par rapport aux questions, j'en avais une qui en fait est complémentaire de celle que je vois sur le chat, qui est à l'adresse d'Antoine, mais qu'en fait je vais vous poser à tous les trois, hein, aussi bien Linkso, Casto qu'Aucklen, qui concerne les freins. Puisqu'il y a une question qui dit, est-ce que les clients se méfient quand ils reçoivent un lien Internet pour valider une opération? Donc ça peut faire partie des irritants. Quelle est votre appréciation du sujet par rapport aux freins d'une manière générale et par rapport à ce sujet en particulier? Je ne sais pas qui veut prendre le sujet. Moi, en tout cas, je pense que sur ce que tu viens d'évoquer, sur le SMS qu'il reçoit, en général, c'est quand même le client qui a l'initiative du paiement. Donc, quand il reçoit le SMS, c'est juste après avoir fait une démarche. Donc, je ne pense pas que ce soit un frein de recevoir un SMS. Parce qu'en plus, en général, il est quand même personnalisé, hein, à l'image de l'enseigne. Donc, je pense que le client est au courant de ce qu'il a fait au préalable et donc il sait qu'il va recevoir un SMS, un email, enfin, ou en tout cas une communication. Sur les autres freins, moi je pense qu'il y a vraiment la méconnaissance des clients. Effectivement, c'est pas encore quelque chose qui est très démocratisé, qui n'est pas encore bien commercialisé, donc les clients ne le connaissent pas. Donc ça, c'est forcément c'est un frein à l'adoption massive. Et puis après, on l'a rappelé, hein, l'universalité, le prix, voilà, ça c'est les principaux freins. Oui, c'est assez juste. Si je peux me permettre, c'est moi qui avais posé les questions. Il y a, il y a peut-être c'est aussi aux commerçants de faire un peu de pédagogie derrière, puisque c'est encore pas très connu. Il y a beaucoup de fraude derrière pour dire que voilà. Par exemple, Castorama va pas vous envoyer un message ensuite en disant: «Ah non, en fait, on a fait une erreur sur votre virement, est-ce que vous pouvez, vous réidentifier ou réémettre un virement comme ça?» Parce que il me semble que cela pourrait être, vraiment une porte d'entrée des fraudeurs qui voient une vraie opportunité là-dessus. Alors, moi, j'aimerais rebondir un petit peu là-dessus. En fait, ce qu'on constate, c'est que la fraude, elle n'est pas tant sur le lien, le fait, oh tiens, je reçois un lien, bah, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais payer. En fait, c'est pas ça le schéma de fraude. Je vais le détailler un petit peu après. Mais en effet, on a tous une responsabilité dans l'éducation des utilisateurs. Quand je dis tous, hein, c'est nous les acteurs techniques, des gens comme les commerçants, comme Antoine, pour éduquer les clients. Mais c'est ce qu'ils font hein, quand ils expliquent à leurs clients qu'il va payer par mail. Et donc, nous, on a quelques règles qui sont importantes pour nous, c'est de dire qu'on affiche de manière claire le nom et le logo du bénéficiaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser notre solution sans que on montre de manière très claire et explicite à qui on fait un virement. Donc ça, c'est notre responsabilité, mais tous les acteurs dans la chaîne doivent s'assurer de ça. Et d'ailleurs, le texte, la proposition de texte là, de l'EPC, là, qui n'est pas encore complètement validée, qui impose la gratuité, qui impose la même tarification sur le paiement instantané que sur le paiement classique. Et on est passé un petit peu vite tout à l'heure, Bertrand nous en a parlé rapidement, mais elle demande aussi à fournir, alors optionnellement pour l'instant, un mécanisme de vérification d'IBAN et du destinataire. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est de dire une réponse à ça plutôt que de dire je fais une vérification d'IBAN, c'est
ou de destinataire, c'est je m'assure que dans le parcours de paiement, j'affiche un nom explicite du bénéficiaire à celui qui paye. Et aujourd'hui, on a parfois un problème, c'est-à-dire que le nom commercial de l'enseigne où on est en train de faire un paiement versus le nom de la société derrière, donc le nom du bénéficiaire, il est assez distant. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème. Et c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. C'est comment, et d'ailleurs, vous le voyez, hein, allez chez n'importe qui, regardez votre ticket de caisse, le nom de à qui vous avez payé. C'est pas du tout explicite, hein. Moi, je vais au café là qui est en bas de la rue et j'ai un nom société, SCI ou autre chose qui n'a rien à voir. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faut que dans nos tuyaux de paiement, on affiche le nom du bénéficiaire tel qu'il est commercialement connu. Et donc, c'est là-dessus que nous, on travaille, mais ça ne se fera pas tout seul. Et je pense que, en tout cas, on discute sur la proposition de texte, et je pense qu'il faut vraiment que cette proposition, elle aille dans ce sens-là. Et donc, là où je voulais en revenir sur la fraude, c'est finalement, la fraude, c'est pas je reçois un lien de paiement, bah, dans le doute, je vais payer. C'est exactement le contraire. Aujourd'hui, la fraude qui est en train d'émerger, c'est une nouvelle fraude qui est liée à la DSP2, qui est liée à l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que comme la DSP2 a renforcé la protection du consommateur avec cette fameuse authentification forte, bah, les fraudeurs, maintenant, ils n'ont plus d'autre choix que de trouver un moyen de contourner cette authentification forte. Et le moyen, il n'est pas technique. Les fraudes, elles ne sont pas techniques, c'est de l'ingénierie sociale. Ils vont manipuler et ça marche, c'est la même fraude, hein, sur carte d'initiation de paiement, hein, c'est exactement la même stratégie. Parce Donc, c'est pas lié au que, paiement. oui, C'est oui. c'est la capacité à les manipuler, donc les porteurs, quand c'est la carte, le payeur, en lui faisant croire qu'il est en train de faire un paiement pour autre chose que ce qu'il est en train de faire, en lui disant, bah, écoutez, il faut que vous payiez ça, il faut que vous vous authentifiez sur votre banque, c'est normal, alors qu'en fait, le contexte de paiement, c'est pas du tout celui-là. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faudrait qu'on arrive à normaliser l'affichage du bénéficiaire, parce que si on éduquait tout le monde sur le fait que quand ils payent, ils ont un nom de bénéficiaire qui est explicite, et s'ils ont un doute, il ne faut pas qu'ils payent, tant qu'on continue à afficher des raisons sociales qui n'ont rien à voir avec le nom commercial de l'entité, je pense qu'on va avoir des difficultés. Il existe des Oui. travaux européens sur ce sujet de la standardisation pour que sur le relevé de compte des consommateurs apparaisse clairement l'entité commerciale de l'enseigne dans laquelle ils ont acheté. Parce que c'est vrai que souvent, en tant que client, on peut voir des SARL ou autres nomenclatures comme ça qui ne correspondent pas spécialement, mais ça existe en tout cas. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ce sera rapidement opérationnel, mais en tout cas, on y travaille. Alors, Auclair, Juste on deux t'a pas points. parlé. Oui. Juste deux points clarifiés. Justement, Gilda, j'avais juste ça en tête, mais j'avais pas mentionné le mot ingénierie sociale. Donc du coup, voilà, c'est ça, tout en le comblant avec bah, voilà, les SMS frauduleux, etc. Et deuxième point, donc oui, là, le IBAN Discrepancy Check est en cours de se mettre en place avec le nouveau règlement, mais en fait, l'histoire, c'est que aujourd'hui, un client X n'a pas connaissance que, en fait, dès qu'on écrit le nom, enfin, on a pu mettre le nom de l'enseigne ou de la raison sociale de l'entreprise plus le IBAN, mais quand ils sont pas tout à fait, enfin, s'ils se disent bah oui, en fait, si je fais une petite erreur sur l'IBAN ou quoi, bah, ça va être ma banque qui va me dire bah non, enfin le virement ne va pas passer, sauf qu'ils savent pas derrière que les banques ne font pas ce check de l'IBAN, enfin la cohérence entre l'IBAN et le nom du bénéficiaire aujourd'hui. C'est ça ce qui est méconnu aujourd'hui. Et, et Plus donc, tard, ça va se mettre en place, mais pour l'instant, c'est aussi, enfin, très, 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 enfin, Et donc, prévenu. pour en revenir au présent, pour moi, ce qui est important, c'est que des acteurs comme nous, c'est obligatoire dans notre parcours d'afficher, c'est ce que vous avez vu dans les écrans préalables, on affiche le nom du bénéficiaire tel que nous, on l'a enregistré. Parce qu'avant de pouvoir faire un paiement sur une société, on a fait un KYC de cette société et on affiche un nom explicite pour l'utilisateur. Donc, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est on prend la responsabilité d'afficher un nom explicite et il faut que les utilisateurs y soient éduqués sur le fait que bah, le nom il est explicite, on est très vigilant à ça et donc il faut que les gens ils soient sensibles à ça et qu'ils n'aillent pas valider un paiement sur un destinataire quand ils ont un doute. Après, il y a, enfin, ça résout pas le problème de l'affichage du bénéficiaire, hein, mais pour l'entrée en relation, plutôt qu'un SMS, il y a l'option QR code qui permet une entrée dans une initiation de paiement qui évite peut-être au consommateur d'avoir un SMS sur lequel il peut avoir des doutes.
ultérieurement. Bon, mais j'ai bien compris que de toute façon, quand il est en contexte d'achat, il est face à son vendeur, il reçoit son SMS. Il n'y a pas trop de débat à ce niveau-là. Mais le QR code peut aussi être une autre option d'entrée en relation. En proximité. En proximité, pardon. Et d'ailleurs, ça rejoint Antoine, le e-commerce, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, non? Ce mode de paiement. Non, aujourd'hui, c'est pas l'ordre du jour, c'est un projet, hein, mais qu'il faudra inscrire dans la roadmap, qui n'est pas inscrit dans la roadmap aujourd'hui. Donc ça répond à la question que j'allais poser, mais j'en avais une autre parce que pour le coup, Auckland est présent et on ne l'a pas beaucoup entendu. Paul, alors j'ai pas de question particulière à t'adresser parce qu'en fait on a déjà beaucoup échangé Ouais. dessus, mais est-ce que tu aurais des compléments à apporter par rapport à tout ce que tu as entendu, puis comme on a déjà travaillé ensemble sur le sujet du virement instantané, est-ce qu'il y a des points que tu voudrais compléter, des choses sur lesquelles on n'a pas spécialement insisté ou Non, bah, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'éducation des porteurs autour du virement instantané, de l'initiation de paiement, et c'est quelque chose de primordial. Je pense que d'un point de vue démocratisation de ce genre d'usage, il est aussi important que côté commerçant, il y ait une prise de conscience de ce que ça implique d'un point de vue process, parce que c'est une nouvelle manière de recevoir des fonds et tous les mécanismes, tous les process qui ont été mis en place autour de la carte doivent trouver leur, euh, leur équivalent sur le virement instantané. Et c'est vrai que aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la garantie de paiement qui, au niveau de la carte, est matérialisée par une validation de l'autorisation, quand sur le virement instantané, c'est des fonds, des fonds sur le compte. C'est cette espèce cet élément déclencheur de validation de la garantie de paiement n'a pas tout à fait le même équivalent. Derrière, de même, euh, les process, hein, d'un point de vue comptabilité, doivent être adaptés, puisque là où sur de la carte, on va procéder aux réconciliations une fois par jour, est-ce que potentiellement, euh, dans, dans l'optique de justement, l'objectif du virement instantané, c'est voilà, c'est de fluidifier les échanges et avoir des fonds à disposition le plus rapidement possible. Est-ce que les process de trésorerie ont vocation aussi à évoluer pour s'adapter à cette nouvelle vitesse de règlement? Là, c'est une question ouverte aussi pour toi, Antoine. Voilà, c'est aujourd'hui, je suppose que qu'il y a pas encore 50% de l'activité qui arrive en virement instantané, mais dans un futur à moyen long terme, quand une proportion non négligeable de l'activité se déroulera en temps réel, comment le métier de trésorier et la comptabilité vont être amenés à se transformer également. Parce que derrière, en fait, le commerçant ne proposera le virement instantané que, en effet, si ça apporte de la valeur d'un point de vue client, mais il ne faut pas que ça vienne au détriment de la gestion des opérations en back-office derrière. Mmh. Non, tout à fait, mais enfin, pour te répondre là-dessus, non, effectivement, pour l'instant, ça représente pas 50%, donc on n'est pas à placer nos excédents reçus par virement instantané aujourd'hui, mais aller dans ce détail-là. Mais je pense que la trésor, elle s'adaptera assez facilement, hein, recevoir la trésorerie en J plutôt qu'en J+1 ou J+2 sur des cartes, voilà, on sera s'adapter assez facilement et gérer la trésor au quotidien sans trop de difficultés. Ouais. Mais moi, je rejoins tout à fait, hein, je pense que la clé, ce sera l'universalité comme pour la carte et du coup que l'adoption soit de plus en plus massive. Tu parlais tout à l'heure de QR code, Bertrand, mais enfin, nous, on imaginait même pourquoi pas passer sur du NFC. Je vois pas ce qui pourrait empêcher demain carrément de passer ton téléphone sur un TPE ou autre, hein, et NFC, et puis après, tu n'as plus qu'à valider sur ton appli bancaire. Ouais, on peut imaginer plein de parcours encore différents et qui sont encore plus facilitants pour nos Ah clients. ouais.
Ouais, c'est une bonne idée ça, en effet. En fait, le champ des possibles est ouvert. Donc, ça va donner matière aux organisations professionnelles que nous sommes de travailler au sujet. Mais en tout cas, c'est très Mhm. intéressant. J'ai envie de dire en forme de synthèse, parce on va réserver après la dernière partie aux questions-réponses. Modulo la date d'application du règlement prochain sur le virement instantané, qu'est-ce qui serait selon vous la clé pour parvenir à un déploiement allez, progressif, on va dire, à la fois du côté, parce que comme pour tout sujet un peu biface où il faut convertir à la fois les utilisateurs clients comme commerçants, la clé en fait pour que tout le monde utilise le virement instantané au quotidien. Alors c'est une question qui est très ouverte, hein, que je vous pose à tous les trois. On Vous allez avait me déjà dire le parlé. prix, Pardon? pas que ce soit cher, déjà le prix. Bon, après. Oui, voilà, je pense que de toute façon, comme tout service de paiement, question, ça va être l'usage, c'est les clients qui vont décider si c'est intéressant ou non. Et donc, il faut que l'usage, que le parcours soit le plus agréable possible, le plus fluide possible, qu'il apporte de la valeur et que les clients ils comprennent l'intérêt de passer par du virement instantané plutôt que de passer par la carte. Donc, très clairement, d'un point de vue prix, c'est un peu le nerf de la guerre entre utiliser si à plafond carte et virement équivalent, entre utiliser ma carte et ne pas avoir de, de, de surcoût apparent, même si on sait bien que la carte, ça n'est pas gratuit, et passer sur du virement et dire ah, au fait, ça vous coûtera 1 euro, c'est sûr que le choix est vite fait. Donc, dans ce sens-là, le règlement va dans le bon sens. Après, le règlement définit un cadre et ça passera beaucoup par les parcours, les usages et les rendre le plus fluide possible. Et là, les PSP, les PSP ont un rôle important dans la démocratisation de parcours le plus aisé possible pour les utilisateurs. Oui. Il y a sans doute aussi un rôle, on va dire, pédagogique de la part des commerçants pour promouvoir ce moyen de paiement. Alors, pour des cas d'usage bien spécifiques, on a parlé du paiement, mais il y en aura d'autres, hein, puisque d'autres enseignes travaillent sur d'autres sujets. Mais Antoine l'a dit tout à l'heure, hein, c'est aussi aux commerçants d'apporter aux clients l'argumentaire pour convaincre. Et Ouais, bien ça, sûr, bien sûr. on y Et croit beaucoup, oui. ouais, moi je suis complètement en phase. Et nous, on fait de la pédagogie. Alors, quand on est un peu en mode projet et que tout n'est pas bien ficelé, forcément, on va pas non plus communiquer fortement ni en interne ni en externe parce que bon, il peut y avoir encore des bugs, etc. à corriger. On n'a pas l'universalité encore non plus, donc bon, ça permet pas non plus de faire une communication massive parce que les clients, ça peut être déceptif aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu un jeu où il faut que tout le monde avance en même temps. Mais nous, on a notre part, on fait de la commande interne, on participe, nous, à nos files caisses, hein, donc c'est là où tous les acteurs hein, de l'encaissement se réunissent hein, et on fait un peu la promotion et puis on a des choses à mettre en place, des visuels hein, qu'on met en place aussi dans les magasins, donc on fait de l'éducation interne et donc effectivement on communique vis-à-vis des clients. Donc ça, Oui. il faut que chacun ait son rôle sur ce sujet. Exact. Et pour Gilda, est-ce qu'en 2 minutes, pas plus, tu peux aussi nous répondre, à moins que tu bottes en touche? Oh non, ça, c'est. Euh, on- En fait, il faut pas oublier une chose. On parle de virement instantané. Il faut pas oublier le virement immédiat aussi dans l'histoire. Le virement immédiat, c'est de pouvoir déclencher un virement, mais qui va pas être instantané. Donc, on s'est concentré sur le virement instantané, mais il y a un grand acteur du paiement hein, qui estime qu'en 2030, 60% des paiements e-commerce seront faits en initiation de paiement, donc ça inclut immédiat ou pas. Et ce grand acteur, c'est Mastercard. Le chiffre que je viens de vous donner, 60% en 2030, c'est Mastercard qui le partage. Donc c'est juste pour montrer et pour rejoindre ce que dit Antoine, il ne faut pas oublier que le paiement instantané, qui est-ce qui en a la première valeur? C'est le marchand.
Pourquoi l'utilisateur il aurait intérêt à utiliser du paiement instantané si ça ne change rien pour lui? Bah, il n'a aucun intérêt, si ce n'est que l'expérience utilisateur est peut-être meilleure. Donc il faut que le marchand sache lui expliquer en quoi c'est mieux pour lui, utilisateur, de faire du paiement instantané. Si l'avantage il est que pour le marchand, l'utilisateur il n'a aucun intérêt. Donc ça va dépendre de la typologie d'achat, la typologie de biens ou services qui sont achetés. Et je pense que là-dessus, je rejoins complètement la position d'Antoine. Exact. Bah, d'ailleurs, ça fait une excellente transition avec une remarque qui avait été formulée sur le chat, hein, qui était: est-ce que vous pensez qu'il y a un niveau d'achat à partir duquel l'instant payment devient rentable? J'imagine que c'est ça le mot, par rapport à un achat carte. Je pense qu'on a déjà effleuré le sujet. Tout à l'heure, on parlait des produits chers et des produits moins chers. Et donc, quand on achète une cuisine, payer 1 € supplémentaire pour faire un virement, c'est peut-être pas trop gênant. À moins que quelqu'un veuille apporter un complément. Sinon, je passe à la remarque ou la question suivante. On va revenir un petit peu au début, quand on parlait tout à l'heure de fonctionnement de l'initiation de paiement. Confirmez-vous que le client n'a pas besoin de saisir son identifiant ou numéro de compte? C'est donc un parcours 100% similaire à l'authentification 3DS avec carte. Ah oui, quand on utilise bien, quand c'est bien intégré, qu'on utilise bien le parcours dit App to App, c'est exactement ce scénario-là. Exact, je confirme, en tant qu'ancienne utilisatrice du virement instantané. En parcours web, la saisie d'identifiant du mot de passe dans l'espace bancaire, ce ne sont pas les numéros de compte et passe sécurité de la banque. Donc là, je pense que ce n'est pas une question, mais une remarque. Alors, beaucoup de banques imposent de saisir ces identifiants plus mot de passe en banque en ligne. C'est également une remarque. Oui, mais pas depuis l'application mobile. Donc c'est pour ça qu'on parle de parcours App to App. Là, nous, on parle de parcours de paiement qui ne sont pas depuis la banque en ligne, mais depuis l'application. En fait, on va déclencher l'ouverture de l'application bancaire pour valider le paiement. Donc, c'est pour ça que disais juste avant que l'intégration est importante, la façon dont on a intégré, comment on va être en mesure de faire en sorte que la demande d'initiation de paiement soit traitée depuis le téléphone mobile pour déclencher l'application bancaire du client qui est bien installée sur son téléphone mobile. Donc voilà, il faut différencier les deux parcours, c'est important. Oui. Alors, il y avait une autre question tout à l'heure qui concernait les deux authentifications. En fait, quand on fait un règlement, il faut s'authentifier une première fois et une seconde fois, mais on l'avait déjà abordé, il me semble. Donc, on va peut-être pas y revenir. Il y avait une question de Stéphane pour VoxP, qui n'est pas une question, qui est une remarque d'ailleurs. Il existe des possibilités d'accompagnement du porteur par le marchand sur les étapes de paiement. Cela permet une meilleure adoption des nouvelles méthodes de paiement. On est 100% en phase, puisqu'on l'a dit avec Antoine et avec les autres intervenants. Alors, pour les paiements en proximité, quelle est l'interface du marchand pour générer et contrôler l'opération d'instant payment? Ah. Qui d'Antoine de Gilda veut prendre la parole? Gilda, est-ce que tu veux le prendre? Moi, en tout cas, aujourd'hui, on est sur un prestataire, on est sur une solution qui n'est pas Linkso, hein, mais on a un prestataire autre que Linkso. Je pourrais partager si des gens veulent en discuter avec moi. Et donc, ces prestataires fournissent des interfaces qui permettent de contrôler les paiements à back-office, hein, si on veut. Donc, c'est l'outil qui est mis à disposition des marchands pour pouvoir suivre les paiements. Et donc, j'imagine dans le cas d'Antoine de générer les liens de paiement. Exactement. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on arrive au terme en fait des questions et remarques. Après, pour le reste, effectivement, c'est des compléments par rapport à vos interventions sur notamment les cas d'usage de l'instant payment versus le chèque ou versus la carte. Donc, à moins que quelqu'un ait une ultime question, voire même... Allez, vas-y, Bertrand. Le client vient avec un produit, veut se faire rembourser tout de suite et il a l'argent immédiatement sur son compte. C'est un cas d'usage qui est manifestement très prisé et qui pose problème parfois en magasin ou chez les commerçants.
et utiliser le virement instantané ou l'initiation, enfin, du coup, c'est pas de l'initiation de paiement, avec ces API, cet open banking est un cas d'usage qui est très intéressant. Le client a tout de suite l'argent sur son compte, il peut éventuellement aller le dépenser. Ça peut être le cas aussi pour des gains, pour des jeux, ça peut être dans l'économie circulaire quand on vend son produit, etc. Enfin, c'est un cas d'usage qui est dans l'autre sens, mais qui est, me semble-t-il, de nature à contribuer à l'évangélisation aussi, et des marchands et des consommateurs. Quand ils voient que ça marche comme ça, ils sont peut-être plus appétents à l'utiliser en paiement derrière. Ouais, c'est vrai. Bah, je l'ai pas cité, mais c'était l'autre cas d'usage que j'abordais en creux tout à l'heure. En effet, le remboursement, voilà, complémentaire au paiement. Bah, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une ultime question parmi l'audience, quelqu'un qui voudrait prendre la parole et qui on pourrait ouvrir le micro éventuellement ou pas? Puisqu'il reste 1 minute, alors faut aller vite. Une perspective sur les discussions sur le règlement européen, Gilda, ou peut-être Paul, je sais pas, vous avez des infos, Non, Non. au niveau, pas de nouvelles, hein. des nouvelles? Pas de Oui, nouvelles, bonnes nouvelles. Je sais pas. Ah, parce que on est sur une mise en œuvre sur 2024 avec un texte qui devrait être définitif d'ici l'été. Parce qu'on a vu un premier texte, on a eu des échanges au CNMP, mais depuis, c'est vrai que pas de nouvelles. Les législateurs nationaux se sont emparés du sujet et font remonter des remarques, mais côté France, j'ai pas eu Oui, bah, d'écho. du coup, côté France, il y a eu plusieurs initiatives de plusieurs fédérations pour remonter des remarques, hein. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a quelqu'un, enfin tout à l'heure, quelqu'un de la Banque de France qui a participé aussi à ces travaux. Donc, en tout cas, le dialogue a eu lieu et les informations sont remontées. C'est ça que j'ai vu. Par contre, depuis ces retours qui ont été faits, on n'a pas de retour. Très bien, merci. Bah, je crois que ce sera le mot de la fin, peut-être. De toute façon, dès qu'on en aura des nouvelles, tout le monde sera informé. On l'attend avec impatience. Eh bien, merci à tous les trois. Merci à Antoine, merci à Gilda et merci à Paul. Merci aussi à tous ceux qui se sont connectés et qui sont restés jusqu'au bout. Mm. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. On espère que ça vous a plu et que voilà, qu'on vous retrouvera très prochainement pour d'autres sessions. Je pense que Linkso vous communiquera à la fois le replay et le support. Et puis, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Portez-vous bien, comme disait Jean-Michel Chanavas, notre ancien DG. Et à très vite. Merci à Merci à tous. Au tous. revoir. Merci. Beaucoup. Au revoir, Au revoir. Merci. merci. Au revoir. Au revoir. Merci.